Ok. Bonjour tout le monde. Donc, nous sommes tous rassemblés aujourd'hui pour assister à la présentation d'H2R de Pascal Tremblin, qui a pour titre On some theoretical contributions in physics, application to planetary atmospheres. Le jury est composé de Tristan Guillot, qui est DR-CNRS au laboratoire Lagrange à Nice, de Sébastien Lebonnois, qui est DR-CNRS au LMD à l'université Pierre et Marie Curie, de Alain Blanchard, qui est prof à l'université de Toulouse, de Joseph Silk, qui est professeur à l'Institut d'astrophysique de Paris, de Thierry Fogliso, qui est directeur de recherche au CEA et qui travaille au CEA Paris-Saclay, et enfin de moi-même, Bérangère Dubruy, qui est DR-CNRS au Sphinx, au CEA Saclay, et qui suis présidente du jury. Donc, nous allons commencer l'exposé. Monsieur Pascal Tremblin, vous avez entre 45 minutes et 1 heure à l'issue pour présenter vos travaux, et à l'issue de ce temps, nous vous poserons quelques questions. Je demande à tous les membres du jury de bien vouloir fermer leur micro et peut-être leur caméra pour avoir plus de bande passante, et nous les rouvrirons à l'issue de la présentation. Voilà, Monsieur Tremblin, vous pouvez commencer. Merci. Merci à tous d'être présents donc, pour cette soutenance d'habilitation à diriger des recherches, où je vais présenter quelques aspects, quelques contributions théoriques en physique et essentiellement des applications aux atmosphères planétaires. Donc, dans ma carrière scientifique, mes intérêts ont été divers, mais portent toujours essentiellement sur le lien entre théorie, simulation numérique et observation des systèmes physiques. Pendant ma thèse, j'ai surtout travaillé sur la formation des étoiles et des régions H2, et aussi sur du test de site pour l'astronomie submillimétrique en Antarctique. Ensuite, en postdoc, j'ai travaillé sur les atmosphères de naines brunes et d'exoplanètes. Et depuis que je suis en poste à la Maison de la Simulation, je travaille essentiellement en mathématiques appliquées sur des schémas numériques pour les simulations hydrodynamiques et sur leur implémentation haute performance pour les supercalculateurs exascales. Dans ce cadre-là aussi, j'ai diversifié mes applications en faisant des simulations aussi de systèmes diphasiques liquide-vapeur pour les circuits de refroidissement central. Et je m'intéresse aussi à la mécanique statistique des systèmes non idéaux dont on a besoin pour modéliser ces systèmes. Et plus récemment, je m'intéresse à voir comment appliquer aussi ces modèles de mécanique statistique à des systèmes autogravitants. Donc pour cette présentation, je vais essentiellement parler de théorie. Je ne pouvais pas parler de tout, je vais expliquer pourquoi à la fin. Et les parties de théorie qui sont liées aux atmosphères de naines brunes et d'exoplanètes, et aussi les parties liées à la mécanique statistique des systèmes non idéaux pour les simulations liquide-vapeur. Donc la première partie en fait va s'intéresser à l'advection de la température potentielle dans les atmosphères d'exoplanètes pour résoudre le problème des rayons enflés des Jupiters chauds. Je vais d'abord présenter brièvement la problématique. Donc la problématique des rayons enflés, en fait, est apparue en 1999 quand on a observé le premier transit de la planète HD 209 458b, qui a finalement confirmé l'existence des exoplanètes. Donc c'est le transit, c'est l'occultation de l'étoile par la planète qui donne une petite diminution du flux de l'étoile qui permet de détecter la planète. Et cette observation, donc c'est quelques pourcents de le flux de l'étoile, est en fait sensible aux rayons. Et donc avec Bodenheimer 2001 et Guillaume Schumann 2002, ce qui est apparu, c'est que ces Jupiters chauds sont en fait enflés jusqu'à 1,4 fois le rayon de Jupiter. Et ça, c'est quelque chose d'assez surprenant parce qu'on est capable de calculer, pour une planète d'hydrogène qui fait la masse de Jupiter, on est capable de calculer son rayon avec des modèles d'évolution circulaire. Donc, si on laisse une boule de gaz d'hydrogène refroidir dans l'espace pendant quelques milliards d'années, on est capable de calculer que pour la masse de Jupiter, c'est censé faire un rayon de Jupiter. Et donc avoir ici une augmentation de 40%, c'est une observation extrêmement surprenante, qui est devenu le problème des rayons enflés des Jupiters chauds, qui est un des problèmes majeurs de l'exoplanétologie encore récemment.
Donc une autre manière de voir le problème, c'est par exemple de regarder ce diagramme masse-rayon de divers objets dans l'univers, donc ici les étoiles massives, les étoiles comme le Soleil, jusqu'à rentrer dans les naines brunes, les exoplanètes et les planètes ici du système solaire. Et si on regarde la relation masse-rayon pour les étoiles, en fait, les modèles et les données corrèlent vraiment bien. Dans le domaine naine brune aussi, et dans le domaine des Jupiters chauds, on voit l'accroissement du rayon jusqu'à 2 fois le rayon de Jupiter. Une autre manière de voir ce problème, c'est de montrer les objets, le rayon des objets en fonction du flux reçu. Et on voit qu'il y a une corrélation où le rayon est de plus en plus important en fonction du flux reçu par ces planètes. En fait, ces Jupiters chauds sont très proches de leur étoile. Elles sont à l'intérieur de l'orbite de Mercure, ce qui fait qu'elles reçoivent un flux incident très très élevé. Mais dans des modèles 1D, même en prenant en compte cette irradiation, ça ne suffit pas à expliquer le rayon. On voit que les modèles restent toujours proches de 1 fois le rayon de Jupiter, même en prenant en compte cette irradiation. Alors quel est le problème? Le problème en fait, c'est que quand on fait des modèles 1D, on a un problème, pour modéliser ces objets, en fait c'est un problème de couplage entre un modèle d'atmosphère et un modèle d'intérieur. Le modèle d'intérieur va donner le rayon, c'est l'évolution séculaire de l'objet, et l'atmosphère c'est la condition au bord de ce modèle d'évolution qui dit à quelle vitesse la planète est censée se refroidir. Et il faut pouvoir reconnecter les deux profils. Ici, les profils typiques qu'on obtient pour les Jupiters chauds pour leur atmosphère, c'est ce modèle ici en jaune de pression-température. On voit qu'on a un plateau isotherme ici. Donc on va reconnecter vers un intérieur, un adiabates qui est froid et qui va être à un rayon de Jupiter. Or, l'adiabate auquel on doit reconnecter pour expliquer les rayons enflés, c'est typiquement un adiabate rouge ici, très chaud, pour pouvoir avoir 1,4 fois le rayon. Et donc la question, c'est de savoir comment ici on connecte les deux. Parce que pour l'instant, on n'y arrive pas. Guillaume et Schaman, ils avaient montré aussi en 2002 qu'on avait besoin de juste injecter 1% du flux incident plus profond dans la planète pour pouvoir chauffer et expliquer le rayon. Et aussi, dans ce type de modèle, il faut voir qu'il y a un problème aussi d'échelle de temps. C'est-à-dire que typiquement, l'évolution de l'intérieur, c'est quelque chose de très lent. C'est l'évolution séculaire, c'est sur des millions d'années que la planète va se refroidir et se contracter. La dynamique atmosphérique, c'est beaucoup plus rapide parce que c'est régi par le temps radiatif qui doit être beaucoup plus court. C'est deux échelles de temps très différentes. Et là, ce qui est bien dans les modèles 1D, c'est que c'est des modèles qui sont indépendants du temps et qui permettent d'explorer les états stationnaires, que ce soit en dynamique de temps court ou en dynamique de temps long. Par contre, il y a un problème des modèles 1D, c'est qu'ils sont à symétrie sphérique. Or, ces planètes sont intrinsèquement asymétriques. Donc ça a été vu, les problèmes de synchronisation par Guillaume et al. Dès 1996. Ces planètes sont tellement proches de leur étoile qu'elles sont en rotation synchrone. Donc elles présentent toujours la même face à l'étoile. Ce qui va faire qu'il y a un côté jour qui est chaud et un côté froid qui est nuit, avec un gradient de température très fort. Donc ça va induire une circulation atmosphérique autour de la planète. Par exemple, ici, on peut l'observer on peut la modéliser avec un modèle de circulation globale, tel que ceux qu'on utilise pour faire les modèles de circulation de l'atmosphère terrestre. Et on peut essayer d'explorer quel est l'effet de cette recirculation sur la température. Si on regarde les pressions basses, en fait, donc haut dans l'atmosphère, ça ne change pas grand-chose. En fait, on a toujours un côté jour très chaud et un côté nuit très froid. Et ça, c'est parce que le temps radiatif est très court. Le temps radiatif la radiation va très très rapidement chauffer et refroidir l'atmosphère. La circulation n'a pas le temps de jouer là-dessus. Plus on va profond en fait dans la planète, plus le temps radiatif va devenir long et plus la circulation va être capable d'advecter la chaleur autour de l'objet. Ce qui va amener à avoir une bande ici de température chaude et de l'advection de la chaleur du côté jour vers le côté nuit. Alors est-ce que cette redistribution de chaleur est capable d'expliquer un intérieur chaud? En fait, non, ça ne marche pas. Ici, je montre par exemple les profils de pression-température de l'équateur d'un modèle 3D, et on voit qu'au fond, ça reconverge vers les températures froides du modèle 1D qui est ici en noir. Donc, le 3D n'arrive pas à expliquer l'intérieur chaud et les rayons enflés. Mais par contre, comme je disais avant, il y a un problème d'échelle de temps dans la modélisation de ces planètes. Et les modèles 3D, bien qu'ils sont bien parce qu'on peut avoir la symétrie, eux, ils sont dépendants du temps. On n'est pas capable de les faire tourner pendant très longtemps. Et typiquement, on les fait tourner pendant une échelle d'évolution d'1 an, comparé à l'évolution séculaire qui est sur des millions d'années. Ça fait un très gros problème d'échelle de temps. Et notamment, la dynamique atmosphérique va être de plus en plus longue quand on va au fond de la planète. On peut s'en rendre compte en faisant le test suivant. C'est en initialisant le modèle 3D avec le modèle 1D, mais en augmentant la température du modèle 1D initial. Ici de plus en plus chaud. Et ce qu'on remarque, c'est que le haut de l'atmosphère converge assez rapidement vers la même solution,
dans ces 3 modèles, ici, parce que la dynamique est rapide. Par contre, plus on va au fond de l'atmosphère, on voit que le modèle en fait suit la condition initiale à chaque fois. Et en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on voit dans les résultats, c'est la condition initiale parce que la simulation numérique n'a pas eu le temps d'évoluer parce qu'elle n'est pas tournée pendant suffisamment longtemps. Donc ça indique qu'il y a probablement un problème d'échelle de temps et de temps dynamique sur lequel on fait tourner ces simulations. Donc en 2017, j'ai proposé une solution en construisant un modèle qui est intermédiaire entre le modèle 1D indépendant du temps et le modèle 3D dépendant du temps. C'est en fait de faire un modèle 2D, c'est une coupe de l'équateur de la planète, qui va être du coup asymétrique, parce qu'on est en multidimensionnel, en 2D, donc on peut prendre les asymétries côté jour, côté nuit, mais construit comme un modèle 1D pour qu'il soit indépendant du temps et qu'on a cherché directement la solution stationnaire du problème. Et avec ce modèle, on s'est rendu compte, donc ici à gauche on a toujours l'équateur du modèle 3D, ici on a le modèle 2D, donc qui est l'équateur aussi. Et on voit qu'on retrouve très bien en fait la solution dans le haut de l'atmosphère avec le gradient de température jour-nuit qui est très bien reproduit par rapport à l'équateur du modèle 3D. Le point de reconvergence des profils de pression-température aussi est très bien reproduit. Mais la très grosse différence, c'est le fond de l'atmosphère, où là, dans le modèle 2D, maintenant, on a un intérieur qui est chaud et qui est même au-dessus de la limite qui permet d'expliquer le rayon enflé de la planète. Alors pourquoi ? Il faut creuser un petit peu dans le modèle pour comprendre ce qui se passe. Et ce qui est très important, en fait, c'est les flux de masse verticaux dans la planète. Les vitesses verticales qui sont induites par la circulation atmosphérique, en fait, elles sont très petites. Mais si on regarde le flux de masse, donc ρ fois UR, en fait, peuvent être très importants au fond parce que la densité augmente de manière très importante quand on va dans le fond de la planète. Et ces flux de masse, à l'équilibre stationnaire pour l'énergie, en fait, on va avoir le flux de masse fois le gradient vertical du log de la température potentielle qui doit tendre vers 0. Donc si on a un flux de masse qui est non nul, cette quantité-là doit tendre vers 0. Donc les gradients verticaux de température potentielle vont tendre vers 0. Et ça veut dire que l'atmosphère va devenir adiabatique, en fait, en présence de ce flux de masse. Donc la température va se mettre à suivre un adiabate beaucoup plus haut, induite par la circulation. Et ça, même s'il n'y a pas de convection en fait, dans la planète. C'est forcé par la circulation atmosphérique, même s'il n'y a pas de convection. Donc ce processus, il est similaire quelque part à ce qu'on peut observer dans la circulation océanique. Hein, c'est un problème d'advection de chaleur. On va advecter de la chaleur vers le bas de la planète petit à petit. Et c'est par exemple ce qui est observé dans les océans terrestres avec une anomalie de refroidissement dans le Pacifique qu'on observe aujourd'hui, qui est en fait une anomalie de température qui était en surface pendant le petit âge glaciaire. Et avec le temps, cette anomalie de température s'est retrouvée advectée, se retrouve aujourd'hui dans le fond de l'océan. On est capable encore de l'observer aujourd'hui. C'est un peu le même mécanisme d'advection de chaleur en temps long que l'on voit sur ces Jupiter chauds. Dans le modèle 2D, du coup, on peut faire varier l'irradiation de la planète. Et on voit ici les modèles 1D en tirets qui sont quasiment isothermes. On voit un écart qui grandit de plus en plus avec les modèles 2D. Et si on regarde les rayons correspondants pour les planètes, on voit qu'on arrive à reproduire le rayon des Jupiter chauds jusqu'à 2 fois le rayon de Jupiter. Alors, ça c'était donc le modèle de 2017 qui fonctionne très bien, mais qui a un défaut, c'est que c'est que l'équateur de la planète. Donc, quid des autres latitudes et quid du 3D. Pour explorer le 3D, on a utilisé le modèle Dynamico développé par Thomas Dubos et Yann Meurt-de-Soif, et avec Félix Sainsbury et puis un stagiaire, Pascal Wang, que j'ai encadré avec Sébastien Froment. On a fait des simulations en temps long, en profitant des améliorations qui ont été faites sur ce modèle de circulation globale, qui est sur hélicosaédrique, comme on voit ici, dont la parallélisation est très efficace, il est très performant. Et on a fait des simulations de type paléoclimat en faisant de la basse résolution et en allant très très loin en temps, donc jusqu'à 1000 fois plus que ce qu'on faisait d'habitude pour ce type de simulation. Et on s'est rendu compte que sur ces échelles de temps, même si l'atmosphère est initialisée de manière isotherme au fond, avec le temps, on voit un réchauffement du tout le fond de l'atmosphère jusqu'à avoir un adiabate dans tout le fond. Il faut attendre à peu près 1000 ans pour le voir. C'est juste de la dynamique en temps long. Et quand on regarde après la circulation finale, c'est une circulation de type anticellule de la Hadley qui explique ce réchauffement. C'est quelque chose du coup qui semble apporter une solution robuste à ce problème des rayons enflés des Jupiter chauds. Et on est en ce moment avec Félix en train de regarder son application pour le problème du rayon enflé des naines brunes
irradiées par, ce coup-ci par des naines blanches. Ce qui m'amène à une transition vers les naines brunes et vers la convection diabatique dans les naines brunes, qui va être ma seconde partie, avec l'extension aussi aux instabilités de Rayleigh Taylor. Donc les naines brunes, ce sont des objets intermédiaires entre les étoiles et les exoplanètes. On pense qu'elles se forment comme des étoiles par effondrement gravitationnel dans un nuage moléculaire, mais elles ne sont pas assez massives pour avoir la fusion de l'hydrogène dans leur cœur. Donc elles refroidissent avec le temps, du coup, elles perdent la chaleur emmagasinée pendant le processus de formation. On en observe aujourd'hui entre 2500 Kelvin jusqu'à 250 Kelvin. Et ça, c'est tout le range de température, c'est tout la gamme de température qu'on attend pour les atmosphères d'exoplanètes. Donc ça fait des et comme elles sont isolées, parce qu'elles se sont formées dans un nuage moléculaire pour la grande majorité, c'est un laboratoire vraiment très, très idéal pour étudier les atmosphères d'exoplanètes, parce qu'on peut très bien les voir, alors que les exoplanètes, c'est assez difficile de les observer à cause de l'étoile autour de laquelle elles tournent. C'est des objets très intéressants. Donc on en observe plusieurs centaines, voire milliers aujourd'hui. On peut les mettre dans des diagrammes magnitude-couleur. Ici, donc la bande J en fonction de la couleur J-H. Et on voit les données ici qui suivent cette séquence-là, entre donc 2500 K, les hautes températures ici et les basses températures ici. Et si on fait des modèles 1D de leur atmosphère à l'équilibre radiatif-convectif, les modèles vont prédire cette courbe-là. Et on voit que ça ne colle pas du tout aux observations. On voit qu'il y a un rougissement en fait dans le spectre, où le flux en bande J est beaucoup plus faible que ce qu'on attendrait par rapport au flux en bande H, ou bande infrarouge. Une manière d'expliquer cela qui est utilisée dans la communauté, c'est de mettre des nuages qui vont bloquer le flux dans le proche infrarouge, notamment le flux en bande J, donc ça permet de reproduire un rougissement. Mais en faisant des modèles de ces atmosphères, notamment avec de la chimie hors équilibre, pour regarder la chimie hors équilibre des molécules. Donc c'est quelque chose aussi où on utilise des réseaux chimiques. Et je co-encadre la thèse de Mathilde Poveda avec Olivia Venot et Yves Bénilan, où on améliore ces réseaux chimiques pour faire des modèles d'atmosphère de ce type-là. Je me suis rendu compte qu'il y avait une autre solution qui existait, en fait, c'est pour le flux en bande J, il vient du fond, des couches profondes de l'atmosphère, ici. Et plutôt que de dire qu'il est bloqué par des nuages, on peut juste faire l'hypothèse que ces couches sont plus froides, et si elles sont plus froides, elles vont mettre un flux moins important. Donc on peut expliquer en fait ce rougissement avec une réduction du gradient de température dans l'atmosphère. Et alors ça reproduit très très bien les observations, mais cette réduction du gradient de température est assez contre-intuitive, parce que normalement le profil adiabatique, il est ici, et la convection est censée nous ramener à l'adiabate. Et là, on a besoin d'un profil donc avec un gradient de température qui est réduit et qui est sous-adiabatique. Donc comment est-ce que la convection pourrait amener un profil de température de ce type alors que l'adiabate est censé être ici? Donc une indication en fait qui peut amener à comprendre qu'est-ce qui peut impacter la convection pour produire ça, c'est les observations. C'est d'observer en fait que le rougissement en fait disparaît à une transition ici. Et cette transition, elle a exactement lieu entre une transition pour les naines brunes L où la chimie du carbone est dominée par le monoxyde de carbone et les naines brunes de type T, ici plus froides, où la chimie du carbone est dominée par le méthane. Donc il y a une transition moléculaire dans l'atmosphère entre CO et CH4, pile poil là où le rougissement disparaît dans l'atmosphère ici. Et donc l'hypothèse, c'est de savoir est-ce que la chimie de la conversion entre CO et CH4 est capable d'impacter la convection dans un sens pour réduire le gradient de température et expliquer le rougissement. Donc, pour explorer cette possibilité, il fallait qu'on développe des simulations numériques, notamment multidimensionnelles, parce que la convection a un problème multidimensionnel, intrinsèquement. Et donc on a développé des nouveaux schémas numériques pour explorer cela avec des schémas volume finis et des implémentations haute performance pour pouvoir exploiter les supercalculateurs d'aujourd'hui. On a fait ça à travers la thèse de Thomas Padiolo, que j'ai encadré avec Pierre Kessner, Samuel Koch au département de l'énergie du CEA pour les aspects schéma numérique, c'est un mathématicien impliqué, donc les schémas numériques tout régime viennent de ces développements, et avec Edouard Audit au CEA. Et comme on va le voir, en fait, ces schémas numériques ont vraiment de très bonnes propriétés, et c'est pourquoi en fait on a continué à les utiliser et en fait à les développer pour toute une autre classe en fait de problèmes de transfert radiatif dans la thèse de Hélène Bloch que je co-encadre avec Mathias Gonzalez et Edouard Audit. Une extension pour la MHD à travers le postdoc de Solène Bulto sur mon ERC.
et une extension pour l'ordre élevé avec la thèse de Rémi Bourgeois que je co-encadre avec Samuel Koch. Alors, ces schémas volume fini, en fait, c'est pas du tout naturel de les utiliser pour la convection. La raison pour cela, c'est qu'en fait, ils ont des problèmes assez pathologiques dans le régime intéressant pour la convection. Notamment, ils ont un problème de précision dans le régime Banach. On peut le voir ici sur ce cathèse qui est un cathèse de vortex de Gréchaud qui est censé être stationnaire. Et on peut le paramétriser par le nombre de Mach ici. Et quand on voit que quand on diminue le nombre de Mach de plus en plus petit, la solution se retrouve complètement diffusée par la diffusion numérique du schéma numérique. L'autre problème, c'est qu'il y a un pauvre équilibre hydrostatique avec ce type de schéma. À l'équilibre hydrostatique, on devrait développer 0 vitesse dans une atmosphère à l'équilibre. Et on voit qu'on développe des vitesses macroscopiques très importantes assez rapidement à cause des erreurs de discrétisation. Mais en fait, il existe des solutions à ces problèmes à travers le schéma tout régime donc développé par Samuel et ses collaborateurs. On peut apporter à ces schémas-là une correction dite asymptotique qui permet en fait d'enlever la diffusion numérique qui nous embête dans le régime Banach, ce qui permet de retrouver le vortex de Gréchaud, les bonnes solutions à faible vitesse. Et on peut faire une discrétisation dite bien balancée du terme de gravité pour obtenir des équilibres hydrostatiques à machine précision ici. Il y a 10 ordres de grandeur de différence dans les vitesses verticales entre ces deux simulations. Il faut bien voir que ce type de schéma, il est extrêmement précis, bien qu'il soit juste à l'ordre 1 en fait. Grâce à ses propriétés asymptotiques preserving et de balance hydrostatique, on a une précision très très élevée, même si on n'a pas un ordre élevé, 3, 4 ou que sais-je. Et ça, c'est vraiment des propriétés qui sont fondamentales, parce qu'une simulation qui est démarrée sur un équilibre instable, en fait, va rester sur l'équilibre. Il faut introduire à la main une perturbation explicite dans les conditions initiales pour voir si on va déclencher l'instabilité ou pas. Donc ça me donne un contrôle très très fort sur les mécanismes d'instabilité. Et ça a été la clé pour moi pour pouvoir développer la théorie que je vais présenter derrière. Parce que quand j'ai mis des termes sources sur la chimie, notamment pour les naines brunes, et qu'on regardait si on développait des instabilités convectives ou pas, quand j'envoyais dans les simulations numériques, j'étais extrêmement sûr qu'elles étaient d'origine physique et pas numérique, grâce aux propriétés de ce schéma numérique. Maintenant, la théorie que ça nous a permis de développer, en fait, elle est bien plus large que le cas des naines brunes. Si je vous demande qu'est-ce qui est commun entre l'atmosphère de la Terre, un circuit de refroidissement de centrales nucléaires, l'océan terrestre, les océans terrestres et un intérieur d'étoiles. La réponse, c'est que ce sont tous des systèmes convectifs, mais ce qui est important, en fait, c'est que ce sont des systèmes convectifs qui ne sont pas adiabatiques. Ce n'est pas de la convection de Rayleigh-Bénard. Dans tous ces systèmes-là, les processus d'échange de chaleur et de composition sont très importants. Échange de chaleur latente, diffusion thermique, transfert radiatif, réaction chimique, condensation, évaporation et diffusion compositionnelle. Par exemple, dans l'atmosphère terrestre, ce n'est pas de la convection de Rayleigh-Bénard, c'est de la convection dite convection humide, parce que le cycle de l'eau est fondamental dans le processus convectif. On va évaporer l'eau des océans et on va pomper de la chaleur latente pendant l'évaporation, et quand la vapeur est affectée en haut et va condenser pour former les nuages, on relâche la chaleur latente en haut. Ça, c'est fondamental dans la description du système. Alors, la convection adiabatique, en fait, elle se résume à peu près à deux équations. Le transport du log de la température potentielle, en fait, c'est le transport d'entropie. Et ici, un transport de composition avec le poids moléculaire moyen de l'atmosphère qui dépend de cette composition. Si on fait une analyse de stabilité linéaire de ce système, on arrive à une condition d'instabilité pour la convection, qui est ce critère-là, le critère de Ledoux, grad T moins grad A moins grad mu plus grand que 0, qui traduit juste le fait, qui traduit la convection dans le sens où on l'entend d'habitude, la convection thermique, où quand il y a un fluide qui est chaud en dessous d'un fluide qui est froid, le froid va vouloir descendre, le chaud va vouloir remonter, et de la convection dite compositionnelle, où quand on a un fluide qui a un poids moléculaire lourd au-dessus d'un fluide qui a un poids moléculaire léger, le lourd va vouloir descendre et le léger va vouloir remonter. Alors, il n'y a pas de terme source ici dans les équations de transport, et tout l'intérêt du coup de ce qu'on voyait dans les simulations numériques, c'est de regarder l'impact des termes sources sur cette instabilité. Et je dirais la subtilité ici qu'on a prise, en fait, c'est d'introduire des termes sources ici sur l'énergie et ici sur la composition, mais complètement génériques. C'est juste des fonctions de la composition et de la température, et on ne précise pas ce que c'est. On peut faire l'analyse de stabilité linéaire comme avant, et ici on arrive à un switch, à une branche, un embranchement, entre le cas adiabatique, ici, d'avant,
et un cas ici qui dépend des termes sources à travers ces coefficients Ω'(x) et Ω'(t), qui dépendent des termes sources ici, en fait les dérivés partiels des termes sources par rapport à la composition et à la température. Et on a appelé ce critère-là diabatique par opposition à adiabatique, puisque les termes sources maintenant interviennent dans les critères d'instabilité. Il était très clair que ce critère permet de décrire la convection thermohaline. Donc la convection thermohaline dans les océans, hein, c'est ce qui est important pour la composition, en fait, c'est la salinité. Et pour l'instabilité thermohaline, ce qui est important, c'est les processus de diffusion thermique et diffusion saline. Et quand on descend une parcelle d'eau liquide avec du sel, si la diffusion saline est très lente, l'eau va rester lourde et va continuer à descendre. Donc on a besoin d'une diffusion moléculaire lente et d'une diffusion thermique rapide. Et on voit que le critère, en fait, a quasiment exactement la même tête, et il suffit de remplacer les termes sources par les processus diffusifs pour retrouver le critère de convection thermohaline. Et ça permet de retrouver aussi ce qui est utilisé dans les intérieurs d'étoiles, où le sel est remplacé par les éléments lourds produits par la fusion, mais ça reste aussi dans la convection fingering dans les étoiles, le processus de diffusion compositionnelle qui est utilisé par analogie à la convection thermohaline. Ce qui a été plus subtil, et dont on s'est rendu compte sur une suggestion de Sébastien Froment, c'est de voir qu'on pouvait mettre la convection humide sous ce formalisme-là. Alors, c'est pas complètement direct, parce que là, les critères n'ont pas vraiment la même tête. Ici, le critère de convection humide, c'est pas le critère adiabatique, hein, on a ce coefficient en plus qui dépend de la chaleur latente. Mais en fait, on peut effectivement le remettre sous cette forme-là. Il suffit juste de supposer qu'on a une certaine fonction de condensation, qui dépend de la composition et de la température, mais que le terme source d'énergie, en fait, c'est la chaleur latente relâchée par la condensation. Et si on suppose qu'on est à saturation et que la composition est une fonction locale de la pression et de température, le gradient mu ici peut se casser en une composition une partie proportionnelle à grade T et une partie proportionnelle à grade A d'ici. Et en factorisant divisant ce qui est le grade T et en divisant le critère, on obtient ce critère. C'est juste un petit peu d'algèbre. Et ça, la convection humide, c'est très important hein, dans l'atmosphère terrestre de le prendre en compte. Si on ne le prend pas en compte, on obtient un profil de pression-température, ici dans des modèles 1D radiatifs convectifs, en rouge, qui prédit une température de surface de 40 degrés. Et les climatologues, dès les années 60-70, se sont rendus compte que ça faisait une température de surface trop élevée, qu'il fallait prendre en compte la convection humide, ce que je décrivais avant, donc l'évaporation au niveau des océans et la condensation au niveau des nuages, ce qui va amener à réduire le gradient de température dans l'atmosphère. Maintenant, en parlant de réduction de gradient de température, vous voyez où je veux en venir avec les naines brunes. L'autre système qui peut être mis sous une forme équivalente, en fait, c'est la convection liquide-vapeur dans les circuits de refroidissement de centrales, parce que en fait, c'est un peu le symétrique du cas de la convection humide. Dans la convection humide, on forme des petites bulles, des petites gouttes de liquide dans une phase gazeuse, et ici, dans les circuits de refroidissement de la centrale, en fait, on a essentiellement une phase liquide dans laquelle on va former des petites bulles de vapeur. Et ce qui va impacter la convection dans les deux cas, c'est la condensation-évaporation de l'eau liquide-vapeur et le pompage-relâchement de chaleur latente. Donc toutes ces situations peuvent se mettre suivant ce critère général, donc le critère de convection diabatique, et il y en a probablement plein d'autres en remplaçant les termes sources sur la composition et l'énergie par tout ce que vous voulez. Dans le cas des naines brunes, du coup, les termes sources qui nous intéressent, comme je le disais en introduction, pour la composition, c'est la conversion entre CO et CH4, et pour le terme source thermique, ça va être le transfert radiatif qui est impacté par la composition. Et en mettant ces termes sources-là, on peut décrire la convection dans une naine brune comme la convection humide terrestre. Donc, la convection humide terrestre, on peut la décrire de cette manière-là. On prend une petite bulle que l'on monte, à faible pression, elle va se dilater, sa température va diminuer, ce qui va favoriser la formation du liquide à basse température. Et comme on a formé du liquide, on va relâcher de la chaleur latente et on va chauffer. Donc la bulle va continuer à monter. Et c'est le processus de chauffage ici qui est fondamental par le relâchement de chaleur latente pour maintenir l'instabilité. Et dans une naine brune, si on prend une petite bulle et qu'on la monte, à faible pression, elle va se dilater, sa température va diminuer. La forme du carbone qui est stable à faible température, c'est le méthane. Donc la fraction de méthane va augmenter. Et en fait, le méthane est beaucoup plus opaque que le CO dans les atmosphères de naine brune. Donc l'opacité du milieu va augmenter. On va capturer plus de photons, ce qui va chauffer la bulle qui va continuer à monter. On peut décrire de manière complètement équivalente le processus de convection CH4 radiatif comme un processus de convection.
Ce qu'on a fait aussi, c'est de généraliser la théorie de la longueur de mélange, qui est une approximation 1D de la convection pour qu'on puisse inclure les effets convectifs dans les modèles 1D, en fait. Et c'est donc une recette qui permet de calculer un flux d'énergie qui est dû à la convection et qui va dominer après par rapport au flux radiatif. Dans le cas diabatique, la formule canonique, c'est celle-là, qui est proportionnelle à grad T moins grad A. Et ici, ce qui est caché là, c'est le gradient vertical du log de la température potentielle. Et pour la généraliser du coup à la convection diabatique avec les termes sources, je me suis fortement inspiré en fait des modèles qui sont utilisés pour paramétriser la convection humide dans les modèles de circulation globaux pour étudier le climat terrestre, parce qu'on ne résout pas la convection dans ces modèles-là, donc elle est paramétrisée. La généralisation qu'on trouve en fait, c'est de rajouter ce terme-là qui va dépendre de la composition. Et on comprend bien pourquoi il y a un terme qui doit dépendre dans la composition, dans le transport d'énergie. Parce que si on transporte de la vapeur d'eau et qu'elle peut relâcher plus tard de l'énergie par condensation-évaporation, il y a un transport d'énergie qui est caché dans la composition. Et donc la composition, fondamentalement, doit intervenir dans le transport d'énergie convectif, dans sa paramétrisation. Et si on... Donc comme je disais, c'est inspiré de la convection humide. Donc si on prend la limite, on remplace les termes sources par ceux de la convection humide. Le gradient ici de température, de log de la température potentielle, ça devient un gradient du log d'une température potentielle modifiée. Cette température potentielle modifiée, c'est celle-ci, qui est la température potentielle humide, qui prend en compte la composition et la chaleur latente qui est transportée par cette composition. Et ce qui est important, en fait, ici, aussi, c'est de réaliser qu'il y a, comme je disais, une branche ici, c'est un ou entre ce flux-là et ce flux-là. Donc on a deux solutions, adiabatique et diabatique, pour le transport convectif d'un système. Et ça peut amener à des effets intéressants, comme des bifurcations dans le comportement convectif. Donc un cas d'intérêt pour ce type de bifurcation, par exemple, c'est cette expérience qui est une crise d'ébullition dans les systèmes de convectif liquide-vapeur qu'on peut retrouver dans les circuits de refroidissement de centrales nucléaires. Donc, cette expérience, vous la faites régulièrement, hein, si vous préparez vos pâtes, vous mettez une plaque avec de l'eau dessus, que vous chauffez la plaque, vous imposez le flux de température à la plaque, vous imposez le flux d'énergie à la plaque et vous mesurez sa température. Donc au début, vous augmentez le flux et la température monte, jusqu'à atteindre un point A, ici, vous allez avoir de l'ébullition nucléée. Et à ce moment-là, vous pouvez augmenter très fortement le flux d'énergie sur la plaque sans que la température augmente beaucoup. Et ça, c'est dû au fait qu'on pompe de l'énergie pour former les petites bulles de vapeur en pompant la chaleur latente. Et ce mécanisme, il va avoir un point d'arrêt, ici, assez brutal, quand on va former un film de vapeur qui va isoler la plaque. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus avoir de changement de phase à la plaque. Donc le transport d'énergie dans le film va devenir soit adiabatique, soit même pire radiatif. Et pour maintenir un équilibre, un flux d'énergie constant dans le système, le gradient de température va augmenter très fortement pour maintenir le flux d'énergie. Et cette augmentation brutale du gradient de température amène à ce qu'on appelle la crise d'ébullition. Dans un circuit de refroidissement de centrale, ça peut être jusqu'à un facteur 10 en température, ce qu'on appelle un accident nucléaire. C'est aussi ce qui arrive, par exemple, si vous avez regardé la mini-série de Tchernobyl, quand le corium, il y a eu l'accident que le corium s'est formé, il commence à descendre dans le réacteur jusqu'aux cuves en dessous qui sont remplies d'eau. Et ils doivent très très rapidement aller vider les cuves, parce que si le corium rentre dans l'eau liquide, ça va déclencher une explosion thermique. Il y a le même type de comportement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pense pouvoir décrire ce type de courbe de Nukiyama, due à Nukiyama en 1934, à travers une bifurcation dans le comportement convectif du système, avec une branche diabatique, où ici on n'a pas besoin de beaucoup augmenter le gradient de température pour obtenir un flux donné, parce qu'il est compensé ici par le terme de composition que je mentionnais, et par le changement de phase qui a lieu à la plaque. Par contre, dès l'instant où on arrive à un point là où le changement de phase ne peut plus avoir lieu, on doit basculer sur l'autre formule avec juste le grade T ici, et pour obtenir le même flux, on va devoir augmenter très fortement le grade T pour obtenir le même flux et transiter ici, ce qui va amener à une très grosse augmentation de température. On pense qu'on peut expliquer les courbes de Nukiyama comme des transitions dans les branches du régime convectif. Alors pourquoi je mentionne cette expérience de crise d'ébullition? C'est parce qu'en fait c'est d'intérêt pour les naines brunes. On pense que c'est un peu la même chose qui se passe, mais dans une séquence inversée. Comme je le disais, les naines brunes en fait se refroidissent avec le temps. On est plutôt dans une séquence de refroidissement. Donc, quand les naines brunes se refroidissent, son flux convectif va diminuer et sa température au fond de l'atmosphère va diminuer, jusqu'à atteindre un endroit où on va commencer à enclencher le changement du carbone entre CO et CH4, on va commencer à former le méthane, qui va enclencher le processus diabatique, qui va réduire le gradient de température dans l'atmosphère. Donc ici, on va changer de pente, on va très fortement réduire le gradient de température dans l'atmosphère. Et une fois
qu'on a converti tout le CO en CH4, ce processus ne peut plus avoir lieu, donc on va devoir rebasculer sur un gradient de température qui monte pour revenir à la branche adiabatique. Donc on a un type de transition inversée ici dans ce cas-là. Et on pense que quelque part, c'est presque ce qu'on voit directement dans les observations. Il suffit de tourner le diagramme. On a l'impression de voir exactement ce type de transition entre deux branches directement dans le diagramme magnitude-couleur des naines brunes. Donc c'est pour ça qu'on a appelé cette transition LT, qui est ici là où le rougissement changeait au début, comme je l'expliquais, une crise de refroidissement géante dans les naines brunes à l'échelle cosmique. Donc pour étudier aussi ce type de problème, on a fait des simulations 3D de convection avec donc un postdoc, Simon Daly. On a fait ça en développant un code très adapté pour le calcul de performance grâce à la bibliothèque Cocos, qui permet de tourner à la fois sur GPU et sur CPU classique. Et ce code nous a permis de faire par exemple un grand challenge GPU à une résolution de 5000 ocumes sur les 1000 GPU de supercalculateur Jean Zay à l'IDRIS, et une étude paramétrique sur la partition KNL du supercalculateur Irene Joliot-Curie du CEA au TGCC. Maintenant, je vais basculer sur l'extension de cette théorie à un autre cas, en fait, qui va être l'instabilité de Rayleigh Taylor. Alors pourquoi? En fait, c'est parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié le cas continu de la convection de Rayleigh-Bénard et son extension au cas avec terme de source, qui est la convection diabatique. Or, il y a un parallèle entre l'instabilité de Rayleigh-Bénard et sa version discontinue, qui est en fait l'instabilité de Rayleigh-Taylor. Et la question, du coup, c'est de savoir, est-ce que l'on peut avoir aussi une instabilité de Rayleigh-Taylor diabatique, où les effets de terme source vont être en fait vont piloter en fait la convection, vont piloter l'instabilité, ici dans le cas discontinu. Donc c'est la question que je me posais. Et alors c'est un résultat dont je suis assez content en fait, parce que pendant longtemps j'étais pas loin de croire que c'était quelque chose d'impossible et d'assez dur à trouver, parce que la démonstration de Rayleigh-Taylor, c'est quand même quelque chose, je dirais, d'assez compliqué en fait. C'est assez technique. Donc en apprenant la technique, on est capable de le faire, mais ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'était de comprendre suffisamment la démonstration pour être capable de la modifier pour pouvoir inclure les termes sources. Et ça a été un processus assez long. Et donc là, en fait, ce que j'ai compris de la démonstration de Rayleigh-Taylor, c'est que quand on fait l'analyse perturbative pour trouver le taux de croissance de l'instabilité, on se retrouve avec une équation différentielle de ce type qui relie ici les perturbations de vitesse verticale. Donc on a une équation différentielle dans les perturbations de vitesse verticale qui est reliée ici aux perturbations de densité. Et pour pouvoir fermer le système et trouver le taux de croissance, il faut être capable de réexprimer delta ρ ici en fonction de delta W. Et c'est ce lien entre delta ρ et delta W qui va changer en fonction des hypothèses que l'on fait sur la physique. Par exemple, dans le cas classique de Rayleigh-Taylor incompressible, on va supposer qu'on a l'équation de transport sur la densité avec div égale à 0, qui va amener cette relation entre delta ρ et delta W, qui permet ici de fermer l'équation différentielle. Et si on regarde la relation de saut avec cette équation différentielle, on trouve le taux de croissance classique de Rayleigh-Taylor. Et ce qui va changer dans le cas diabatique, en fait, c'est le lien entre delta ρ et delta W ici qui ne va pas suivre l'hypothèse incompressible. En fait. Dans le régime boussinesque, je m'étais rendu compte déjà que dans l'analyse de stabilité dans le cas adiabatique, le lien entre le delta W et delta ρ dans le cas continu, en fait, c'est le critère d'instabilité. C'est les gradients verticaux du log de la température potentielle. Et donc, je me suis rendu compte que dans le cas diabatique, c'est là où doit intervenir le critère d'instabilité. Et effectivement, si on fait l'hypothèse boussinesque et qu'on inclut les termes sources, on se retrouve avec une équation qui relie les perturbations de densité aux perturbations verticales, qui sont le gradient de cette quantité log psi, où log psi, c'est pas tout à fait ce que j'ai montré avant du critère d'instabilité dans le cas continu, parce que c'est d'autres coefficients alpha x et alpha t ici, et avant j'avais oméga prime x et oméga prime t, mais en fait c'est proportionné. Et si on ferme le système avec cette équation et qu'on regarde le taux de croissance, on obtient cette relation pour le taux de croissance, où le psi ici va dépendre des termes de source à travers les coefficients alpha x et alpha t. On peut faire un cas simple, en fait, pour voir ce que donne ce type d'instabilité. Dans un cas où il n'y a pas de terme de source chimique, qu'il n'y a pas de gradient de poids moléculaire moyen, on prend juste un terme de chauffage qui va dépendre de la composition.
Et ça, c'est typique, par exemple, des interfaces de nuages. Un nuage, c'est une interface d'opacité où il y a un changement de composition très fort qui implique une différence sur le taux de chauffage à travers le transfert radiatif. Et dans ce cas-là, le taux de croissance, il va être proportionnel justement au terme source de chauffage et sa dépendance à la composition et au saut de composition à l'interface. Et on a pu montrer avec des simulations numériques que dans une atmosphère où le gradient thermique décroît avec l'altitude, le bas d'une interface de type nuage va être stable et le haut d'une interface de type de nuage va être instable. Ce dont on s'est aussi rendu compte, c'est que ce comportement s'inversait si on changeait le gradient thermique dans l'atmosphère. Donc ici, c'est le cas que je décrivais, où ça décroît avec l'altitude. Et si on est dans une atmosphère où le gradient thermique croît avec l'altitude, le bas du nuage va devenir instable et le haut va se stabiliser. Et ça, c'est quelque chose qui peut être d'intérêt pour l'étude de certains nuages sur Terre. Par exemple, les mammatus, qui sont des grosses boules qui se forment à la base des nuages, que vous pouvez observer des fois, soit quand il commence à avoir de l'orage, il y a des grosses boules qui commencent à se former, ou soit en haut des cumulonimbus, quand ils passent dans la stratosphère, on peut voir ces boules qui se forment aussi. Et Clayton, dès 1911, en fait, il faisait des mesures avec des cerfs-volants mettant des thermomètres dessus en les montant dans les nuages. Et ils se sont déjà rendus compte dès ces années-là qu'à chaque fois qu'on voyait des nuages qui avaient des mammatus, il y avait une inversion du gradient de température dans ces nuages. Donc ça a l'air de correspondre au type d'instabilité que l'on prédit avec l'instabilité radiative de Rayleigh-Taylor. Un autre cas qui est intéressant, c'est celui-là, où on stabilise complètement une couche de nuages en ayant le gradient de température qui commence par décroître et ensuite qui s'inverse dans la course nuageuse. Et ça peut être d'intérêt, par exemple, pour une planète pour laquelle la couche de nuages est très stable, c'est Vénus. Et si on regarde des profils de pression-température tels que déduits des mesures de Vénus Express, on peut voir qu'effectivement, on observe des inversions de température là où il y a l'interface supérieure de la couche nuageuse qui semble correspondre à cette situation où la couche de nuages est complètement stable. En plus, ce qui semble aussi être d'intérêt, c'est que sur ces inversions de température, on peut les obtenir facilement du côté jour, pas avec l'irradiation, mais par contre, ça va être beaucoup plus dur d'avoir des inversions de température du côté nuit de la planète. Donc ça, du côté nuit, on va peut-être plutôt transiter vers ce cas-là où il doit y avoir des instabilités du coup côté nuit. Et ça, c'est effectivement observé aussi par Vénus Express, des instabilités côté nuit, qui ne sont pas reproduites par les modèles de circulation globaux, mais qu'on peut potentiellement identifier dans des simulations locales de convection, mésoéchelle, telles qu'elles faites par Lefebvre et collaborateurs en 2017-2018. Et peut-être que les instabilités dans ce type de simulation, on pourrait les relier avec l'analyse théorique ici qu'on a fait de l'instabilité de Rayleigh-Taylor radiative. Et donc tout ce cadre sur l'instabilité de Rayleigh-Taylor radiative, ça pourrait avoir potentiellement aussi pas mal d'applications pour des études sur des nuages, en général dans les atmosphères d'exoplanètes. Je vais basculer maintenant à la troisième partie et je vais revenir donc aux simulations diphasiques dont j'ai un peu parlé en fait dans la partie convection, pour les systèmes diphasiques avec la crise d'ébullition. Parce que dans la thèse de Thomas Padiolo, on a fait aussi des simulations du coup liquide-vapeur pour les circuits de refroidissement de centrales et notamment des simulations d'impact de gouttes sur des murs avec des déformations. Donc ça, c'est une goutte liquide dans une phase gazeuse. Et ici, on voit la cavitation, donc le changement de phase entre le liquide et la vapeur qui a lieu à l'arrière de la goutte. Donc c'est des simulations aussi Grand Challenge qui a été faite sur la partition AMD-ROM du supercalculateur du CEA Joliot-Curie. Et pour ce type de simulation, en fait, on doit prendre en compte une équation d'état non idéale pour le liquide. Je vais revenir sur ce que c'est que ces équations d'état non idéales. Donc c'est en lien avec la mécanique statistique, et l'outil fondamental pour pouvoir définir ces équations d'état, en fait, c'est la hiérarchie dite BBGKY, qui est un outil qui, moi, m'impressionne vraiment par son élégance, sa simplicité, la puissance qui est derrière ces concepts. Et cette hiérarchie, en fait, on travaille avec une série de fonctions, ici, de fonctions de probabilité de trouver une particule à un endroit donné, deux particules à deux endroits donnés, R, R', et ainsi de suite. Et ici, les deux fonctions qui vont être très importantes pour nous, c'est la fonction P1 et P2, qui vont permettre de faire le passage entre le problème ion core et le problème fluide, pour les propriétés à une particule et à deux particules. Par exemple, si vous regardez la masse fois l'accélération totale d'un ensemble de particules, d'un volume de fluide, dans lequel vous avez cet ensemble de particules, c'est la somme sur I des m fois AI pour le problème ion core.
Et ça se traduit en version fluide grâce à la probabilité de trouver une particule à un endroit donné en intégrant sur le volume la masse fois l'accélération fois la probabilité de trouver une particule à un endroit donné. Et ça, quelque part, ça revient juste à compter les particules dans le volume, puisque la densité est proportionnelle, c'est égal à n fois la fonction de probabilité de trouver une particule à un endroit donné. Pour les propriétés à deux corps, maintenant on va utiliser la fonction de probabilité de trouver deux particules à deux endroits donnés. Et par exemple, c'est ce qui est utilisé pour calculer des énergies d'interaction. En n corps, quand on calcule une énergie d'interaction, c'est la somme sur toutes les paires de particules distinctes du potentiel entre une particule en I et une particule en J. Ici. Et sa version n-pody, sa version fluide, pardon, ça va être le nombre de paires distinctes, donc n-1 sur 2, fois la probabilité de trouver une particule en R et une particule en R', fois le potentiel entre ces deux endroits R, R'. Ici, par exemple, pour le cas dans un liquide, hein, ça va être le cas des forces de Coulomb, avec un potentiel en 1 sur R, ici pour les forces de Coulomb. Alors, qu'est-ce que traduit en fait la probabilité P2? Ça traduit en fait, ça encode de manière intrinsèque la distance entre les particules dans le milieu, ce qui est très important pour les énergies d'interaction, parce que l'énergie d'interaction dépend de la distance. Et c'est très important du coup d'utiliser cette fonction P2, parce que on peut être dans le cas idéal. À ce moment-là, P2 se réduit au produit des P1, et on est dans un cas où en fait les particules sont réparties de manière homogène dans le milieu. Mais par contre, si on a du clustering et que les particules sont recoupées en paquets, ça se traduit par des corrélations dans le système dans lesquelles P2 n'est pas égal au produit des P1, et donc c'est ce qui définit la fonction de corrélation à deux points. Le point qui est très important ici, c'est qu'en fait, en utilisant P1 et P2, le passage entre le n-corps et le fluide ici, ce sont des passages exacts. Il n'y a pas d'approximation ici. Et ça va être quelque chose qui est très important, notamment pour le théorème du viriel. Parce que le théorème du viriel, c'est moins 2 fois l'énergie cinétique qui est égale à une énergie d'interaction, et qui ici, du coup, va être une intégrale sur la fonction de probabilité à deux points, P2. Or, si on veut faire une approximation de champ moyen pour simplifier le système, donc considérer les interactions entre une particule et un champ moyen créé par toutes les autres particules, ça, c'est une approximation qui n'est possible que quand il n'y a pas de corrélation dans le système, quand P2 est égal au produit des P1. Dans ce cas-là, l'énergie d'interaction, on peut remplacer P2 par P1 fois P1, en R et en R'. On peut rajouter les n ici pour les écrire sous forme de densité. Et toute la partie qui va dépendre de V' ici, c'est ce qu'on va pouvoir appeler le champ moyen, qui peut être par exemple calculé dans le cas de Coulomb par une équation de Poisson. Et ça, c'est possible seulement quand il n'y a pas de corrélation dans le système, et que P2 est égal au produit des P1. Donc c'est une approximation du problème à n-corps, qui est seulement valide dans le cas où il n'y a pas de corrélation. Alors pourquoi c'est important? C'est important pour évaluer correctement les énergies d'interaction dans le liquide, notamment et quand il peut y avoir du clustering en fait dans le milieu. Et là, on va tomber sur deux cas. Soit on utilise un volume de contrôle qui est petit. À ce moment-là, on va pouvoir faire l'hypothèse qu'à l'intérieur de ce volume de contrôle, il n'y a pas de corrélation. P2 est égal au produit des P1 parce qu'on est homogène à l'intérieur de ce volume de contrôle-là. Mais par contre, quand le volume va se balader dans le milieu, on va avoir une densité qui n'est pas homogène, qui n'est pas constante. Ici, elle va être élevée et après, elle va valoir 0 quand on va être là. Or, si on prend un volume de contrôle qui est beaucoup plus grand, on va se retrouver avec une densité qui va être constante dans le volume de contrôle, parce qu'on va toujours avoir globalement le même nombre de particules, donc on va être homogène et isotrope. Par contre, on va avoir des corrélations dues au clustering des particules. Et P2 ne sera pas égal ici au produit des P1 dans ce cas-là. Et si on calcule l'énergie d'interaction, non pas avec P2 mais avec P1, on va calculer avec cette distribution de points sous-jacente sur le volume V2, ce qui n'aura pas la bonne énergie d'interaction, puisqu'on n'a pas la bonne distance entre les paires de particules qui sont ici induites par le clustering. Donc ça, c'est important pour l'énergie d'interaction, mais c'est aussi important pour la dynamique, en fait, parce que on peut vouloir simplifier le problème, si ici la densité non homogène est par exemple très compliquée pour décrire le système, prendre des volumes grands pour moyenner, pour pouvoir décrire plus simplement le système. Mais en fait, on ne peut pas se débarrasser des inhomogénéités. Tout ce qui n'est pas résolu dans ρ va basculer dans les corrélations. Et ça peut changer les équations qu'on doit utiliser pour la dynamique. On peut le voir à travers la définition de loi de Newton statistique pour des fluides sans pression, ici, en considérant l'accélération du volume fluide V1
sous l'effet de toutes les forces d'un volume fluide V2. Donc ça, sur le problème Allen-Corr, c'est la masse fois l'accélération totale du volume linéaire qui va être égale à la somme des forces de 2 qui s'applique sur 1. Et si on le traduit en version fluide grâce à P1 et P2 de manière exacte, la masse fois l'accélération du volume 1, c'est la masse fois l'accélération intégrée sur P1 dans le volume 1, fois le nombre de paires entre V1 et V2, N1 fois N2, et l'intégrale de P2 fois la force entre deux points R' et R. Et on voit que la fonction de corrélation à deux points intervient directement, du coup, dans le principe fondamental de la dynamique pour des fluides, pour des volumes fluides. Ça, à partir de ça, on peut définir la première loi de Newton pour un fluide, pour un volume fluide, en prenant le volume 2 égal au volume 1, donc c'est les forces sommées du volume 1 sur lui-même, et donc on va sommer les forces de R' sur R et de R sur R', et comme elles sont opposées, ça va faire 0. Ce qui permet aussi de définir du coup la troisième loi, qui est que la force de 1 sur 2 va être égale à moins la force de 2 sur 1. Et quand on veut utiliser des versions simplifiées qui, par exemple, ici, font intervenir une simplification par la densité du milieu pour pouvoir dire que l'accélération est proportionnelle en fait au champ de force moyen, c'est une approximation de champ moyen qui présuppose qu'il n'y a pas de corrélation dans le système et que P2 est égal au produit des P1. Donc en toute rigueur, on ne peut pas le faire. Donc c'est pour ça que dans un système en interaction, il est par définition non idéal. On a besoin de prendre en compte les interactions et les corrélations dans une énergie et une pression non idéale pour tout ce qui va être interne à un volume de contrôle. Et après, on va avoir besoin de prendre en compte toutes les interactions externes dans une force de champ moyen entre différents volumes de contrôle. C'est ce qui définit l'équation d'état non idéale. On va prendre en compte les interactions dipolaires dans ce terme-là d'interaction dans la pression, et un champ de force résiduel qui va être ici cette intégrale sur le potentiel extérieur, qui va donner en fait naissance à la tension de surface, qui va être l'effet qui va rester des forces de Coulomb entre différents volumes de contrôle. Et cette décomposition, pour savoir comment savoir ce qui va à l'intérieur et ce qui va à l'extérieur, ben, on peut toujours utiliser une décomposition de champ projet de champ lointain du potentiel de l'interaction, en utilisant par exemple ici la taille typique des volumes de contrôle, par exemple dx pour des simulations numériques. Donc c'est pour ça qu'intrinsèquement, on doit utiliser une équation d'état non idéale et le résidu des forces externes au volume de contrôle dans ces simulations. Donc c'est ce qu'on a fait pour ces simulations d'impact de gouttes, parce qu'en fait dans les liquides, on a des corrélations. Ici je donne l'exemple pour de l'argon, le cas idéal ici c'est le cas 1, donc déjà un fluide réel c'est pas 1, et puis après on va avoir des pics associés aux luminosités de petite échelle dans un liquide et un solide, qui sont fondamentales, ces corrélations, pour décrire la dynamique des fluides en général. Et bien sûr, en fait, il y a d'autres systèmes en astrophysique où les corrélations sont très importantes. Et du coup, on va explorer, par exemple, dans la thèse de Pascal Wang, que je co-encadre avec Gilles Chabrier, l'application de ce type de formalisme pour des systèmes autogravitants. Voilà, donc j'en arrive à ma conclusion. Alors, une première partie de conclusion qui est un peu pourquoi j'ai voulu parler des aspects théoriques aujourd'hui. C'est que pour moi, les aspects théoriques, en fait, c'est une manière d'essayer de comprendre assez fondamentalement le lien entre les observables physiques et les concepts mathématiques qu'on peut essayer de plaquer dessus. Et moi, un des trucs qui me passionne, c'est de réaliser à quel point même la plus petite et simple des équations, des fois, peut avoir des implications sur ce qu'on présuppose du système physique qu'on n'imagine pas, en fait. Et du coup, les simulations numériques, c'est vraiment un outil formidable pour explorer en fait les implications physiques des équations qu'on pose pour modéliser le système. C'est vraiment un outil très important. Et par contre, je pense qu'il faut faire attention de toujours garder un aspect théorique fort à côté des simulations numériques, et bientôt aussi à côté des algorithmes d'intelligence artificielle, pour pouvoir bien comprendre et bien maîtriser ce que font les simulations numériques et les algorithmes d'IA. Donc, ça, c'est un axe dans les prochains encadrements que je pense continuer à fortement développer pour maintenir ces aspects théoriques à côté de l'expertise en simulation numérique et potentiellement en intelligence artificielle. Ce qui paraît aussi important ici, c'est l'aspect transdisciplinaire, parce que avoir des aspects transdisciplinaires permet de comprendre sous des angles différents les mêmes systèmes en voyant ce qui est fait dans les autres communautés. Et pour les perspectives, donc du coup, je résume ici en fonction des 3 points que j'ai abordés, donc le problème des rayons enflés, la convection, la réalité diabatique, et les problèmes de mécanique statistique, les co-encadrements dans lesquels je suis impliqué, avec les perspectives de développement pour ces co-encadrements.
Voilà, je vous remercie. Je pense que j'en ai fini de mon côté.